Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité en collaboration avec 3M. Merci beaucoup à tous d'être avec nous cet après-midi, malgré votre horaire, j'en suis certaine, extrêmement chargé. Je suis très heureuse de pouvoir discuter d'un sujet relativement nouveau qu'on entend de plus en plus parler en santé et sécurité au travail en général et qui peut faire une grande différence pour la sécurité de vos travailleurs, soit la prévention de la chute d'objets. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité depuis peu. Je suis ici avec Michel Clément de chez 3M. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. C'est Michel qui va présenter aujourd'hui le webinaire. Donc, Michel est un expert certifié, inspecteur d'équipement certifié et formateur spécialisé dans la protection contre les chutes et le sauvetage en espace clos. À lui seul, il possède plus de 28 ans d'expérience. Rapidement, quelques petits éléments techniques avant de débuter. La durée totale du webinaire sera d'1 heure et on va prendre un 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions ou à vos commentaires. N'hésitez surtout pas à utiliser la boîte de questions qui est à votre disposition juste en bas à droite de votre écran, tout au long du webinaire, si vous avez des interrogations ou des choses qui vous viennent en tête et que vous voudriez nous faire savoir. Prenez note aussi que, exceptionnellement, ce webinaire ne sera pas disponible en rediffusion. Même chose pour la présentation PowerPoint. Ceci dit, si vous avez besoin de support après le webinaire ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Mon adresse courriel est indiquée sur la diapositive et le sera à la toute fin également. Donc, la prévention de chute d'objets est peut-être un sujet un peu moins populaire que la protection contre les chutes en général et a souvent tendance à être banalisé pour diverses raisons. Mais pourtant, Michel aujourd'hui va nous expliquer tout au long du webinaire qu'on peut obtenir des résultats très intéressants en mettant en place un programme de prévention efficient. Donc, avant de laisser la parole à Michel pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à répondre à une question qui est: avez-vous un programme de prévention contre les chutes en place et fonctionnel? Vous avez 5 choix de réponse. A, je n'ai pas de programme, mais je prévois en créer un. B, j'ai commencé mon programme, mais je suis un peu perdu. C, j'ai conçu un programme, mais j'ai seulement besoin de le réviser. D, j'ai besoin d'aide pour créer et mettre un programme en place. Et E, je n'ai pas besoin d'un programme de prévention contre les chutes d'objets. On va vous laisser quelques minutes, quelques secondes. Donc, au niveau, la majorité des gens présents au webinaire n'ont pas de programme, mais prévoient en créer un. Il y a aussi un bon 25% de personnes qui disent avoir besoin d'aide pour créer et mettre un programme en place. Et aussi que des gens qui ont conçu un programme, mais qui ont seulement besoin de le réviser. Donc, je pense que vous êtes à la bonne place au bon moment aujourd'hui. Alors, Michel, qu'est-ce que tu penses? Je suis très content des résultats. Puis évidemment, ça explique la présence des gens qui sont en ligne présentement. Bienvenue à tous, puis merci de votre présence en grand nombre. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Évidemment, je pense que c'est clair. Vous êtes là pour apprendre comment faire ou comment préparer ou c'est quoi les grandes lignes d'un bon plan de prévention, de protection chute d'outils dans votre entreprise. Alors, je pense que la première chose que j'aimerais vous dire, c'est la question est protéger vos outils. Ça semble un peu drôle de dire protéger vos outils, mais évidemment, il y a un ensemble d'éléments quand on parle de protection ou de protéger vos outils. Alors, évidemment, votre entreprise cherche-t-elle à adopter une politique visant au nombre de chutes nulles? En d'autres mots, on veut 0 chute en milieu de travail. Alors, effectivement, vous vous demandez peut-être comment faire pour réduire considérablement les chutes d'objets, les risques de chute durant tous vos travaux. Alors, c'est un objectif très honorable et je souhaite que ce programme dont nous allons discuter et des grandes lignes du programme puissent vous aider à établir votre plan. Alors, protection contre les chutes d'outils. Je vais juste faire quelques grandes lignes, grands commentaires. Première chose que j'aimerais mentionner. Comme vous le savez, 3M, en rapport avec la protection contre les chutes,
c'est qu'on dit la protection contre les chutes pour les gens vous concerne. Ce qui veut dire que porter un harnais de sécurité, une longe, tous les éléments qu'on demande à un travailleur de porter, ça lui concerne. On lui demande de porter son harnais de la bonne façon, on lui demande de s'attacher en hauteur. Mais lorsqu'on parle d'outils, lorsqu'on parle d'objets, on dit la protection contre les chutes d'outils concerne ceux qui sont près de vous. Alors, ce qui se passe autour du milieu de travail, tout dépend de la vigilance des individus autour de nous, la vigilance des gens qui travaillent au-dessus de nous. Alors, comment faire? Mais il y a une malheureuse statistique que je dois vous mentionner en rapport au Canada. 80 personnes sont signalées par jour, sont heurtées par des objets échappés. Alors, si on parle de quantité, on parle de 27 000 incidents enregistrés de personnes heurtées. Je veux que vous sachiez aussi que ce 27 000-là sont ceux qui ont été, évidemment, comme le mot dit clé, enregistrés. Alors, combien de personnes, combien d'événements se sont produits qui n'ont pas été tabulés? Alors, ça représente, on dit, 80 à 135 incidents par jour. C'est énorme. C'est beaucoup de chutes tous les jours. Alors, la protection contre les chutes d'outils s'efforce d'offrir un milieu de travail plus sécuritaire. Alors ça, c'est l'objectif qu'on veut d'un bon programme. Alors, c'est quoi le problème? Actuellement, nous affichons des panneaux mis en garde. Notre mot, déjà, travaille au-dessus de toi, soyez conscients de ces gens-là. Portons des casques de protection. Est-ce que le casque protège vraiment? Utilisons des panneaux de contreplaqué sur les structures d'échafaudage. Est-ce que le panneau va être en mesure de prendre l'impact d'une chute d'un objet? Afin de protéger le trottoir au-dessus, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas tout le temps? Alors, tout d'abord, lorsque des objets tombent, nous devons comprendre que leur trajectoire n'est pas toujours prévisible. Alors, c'est certain que toutefois, nous croyons que la raison principale pour laquelle ces mesures ne sont pas entièrement efficaces est qu'elles se concentrent sur la protection des gens et des surfaces contre les chutes. Autre mot, est-ce que le programme tourne autour de tout ce qu'on met en place et est-ce qu'elle adresse vraiment le problème à la source? Alors, c'est ça l'objectif, c'est de s'efforcer de réduire le nombre de chutes d'objets qui constituent la clé pour éliminer entièrement le problème à sa source. Comment faire? Alors, la protection contre les chutes d'outils s'efforce d'offrir un milieu de travail sécuritaire. Je me répète. Alors, comment faire? Alors, on a ici une image visuelle d'outils et de matériel qui peuvent être fixés lorsqu'on parle d'un milieu de travail. Il y a énormément de types d'outils, comme vous le savez. Alors, comment diminuer ces statistiques? En prenant des mesures de prévention adéquates et en mettant en œuvre un plan contre les chutes d'objets dans chaque lieu de travail. Nous affirmons que les outils et le matériel peuvent être fixés. Alors, comment est-ce que je peux fixer ce matériel? Quels sont les facteurs de chute réalistes sur les lieux de travail? Comment je m'y prends? Alors, avant même d'aller de l'avant et de discuter de solutions spécifiques en termes de comment on peut fixer des outils, c'est quoi qui fait que les trois scénarios dans lesquels des outils à main ou des matériaux peuvent présenter des risques de chute? Alors, premièrement, lorsqu'une utilisation vigoureuse peut faire en sorte que l'utilisateur perd la maîtrise de l'outil, par méfait, par manque d'attention, tout simplement par distraction. Alors, des outils peuvent être échappés pendant le transport vers le lieu de travail. Combien de vous utilisent, par exemple, une chaudière de 5 gallons en plastique avec une poignée en métal? Est-ce qu'elle est assez forte pour prendre la charge? Ainsi qu'une mesure de collision, de manque de maîtrise. Est-ce que la chaudière va se verser? Qu'est-ce qui pourrait être la conséquence d'avoir une chaudière de 5 gallons qui se renverse? Alors, après avoir été utilisés, les outils peuvent être laissés sur place, mis de côté sur la surface de travail, tandis qu'ils ne sont plus fixés ou maîtrisés. Alors, est-ce qu'on a vraiment un moyen de stockage, un moyen de vérifier que tous les outils, que tous les équipements ont été récupérés et que ces équipements-là ne sont plus à risque? Alors, multiples bonnes questions. Avant même d'investir, comme vous le savez, il faut comprendre pourquoi on va de l'avant avec un plan pour maîtriser les outils en milieu de travail. Alors, c'est quoi les avantages pour vous et votre entreprise? Alors, nous, on a divisé ça en 4 parties. Premièrement, on va adresser l'économie. Ensuite, on va parler de la sécurité, l'impact positif sur la productivité, et évidemment, le système en rapport avec les méthodes, les façons de faire, les bonnes pratiques. Ça peut inclure la formation,
multiples façons de faire. Alors, ce que je dirais en partant, c'est qu'on doit faire une gestion des actifs. Alors, la contamination de l'environnement veut dire que la chute d'objets dans les cours d'eau, par exemple, que quelque chose a été échappé et tout simplement, on ne peut plus le récupérer. Alors, je reviens à l'économie. Le budget permet de remplacer les outils endommagés ou perdus. Alors, on dépense constamment pour réparer, mettons, des outils qui ont été endommagés par rapport à une chute. L'un des objectifs est de réduire ce budget et de l'éviter les contraventions. Quelle contravention? Ben oui, un objet ou un outil heurte le travailleur. Voilà la contravention. Quel est le coût de ce type de blessure ou de décès? La prévention de ce type d'incident contribue certainement aux économies. Alors, je pense que vous êtes tous de mon côté. Si l'objet ne frappe pas un travailleur, on évite les contraventions et on évite d'avoir des coûts rajoutés au projet. La sécurité. Avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour éviter l'incident? Et avez-vous pris toutes les mesures pour prévenir la source du problème? Ça, c'est la question qu'on doit vraiment se demander. Je pense que ça explique la raison que vous êtes là. C'est qu'on cherche une façon, un programme, comment s'y prendre pour être en mesure d'éviter ce genre d'événement. Mais on a quand même des craintes en rapport avec la productivité. Alors, les employés ont-ils toujours un deuxième ensemble d'outils en cas de chute ou de perte? Écoute, imaginez un individu sur une éolienne qui échappe son outil. J'espère que son collègue a l'outil lui aussi. La grimpe de 200-300 pieds va être longue. Alors, lorsqu'ils sont en hauteur, ils ont besoin de redescendre pour le récupérer. Voilà la perte de temps. S'il est possible de le retrouver, je doute, à cause de la déflexion, vous constaterez qu'il n'est pas évident de le retrouver. Alors, on doit retrouver l'outil nécessaire pour finir la tâche. Finalement, le système. Atténuer les risques et éliminer les probabilités de ce type d'événement-là. Alors, ce qu'on veut faire, c'est éliminer le risque à la source. Alors, il faut réduire ou éliminer les répercussions potentielles de chute d'objets en réduisant activement leur fréquence et leur gravité en moyen de la mise en œuvre d'un plan de prévention des chutes d'objets. Est-ce que vous savez comment vous y prendre? C'est quoi un plan de prévention des chutes d'objets? C'est important d'avoir un plan pour élaborer des solutions pour prévenir la chute d'objets actifs, d'outils sur le site. Alors, à titre de chef de file, à titre de chef de file en matière de protection contre les chutes, évidemment, d'objets, nous sommes évidemment là pour vous aider à élaborer un bon plan propre à votre site. Alors, si on pourrait aller sur les lieux, évidemment, on peut mieux comprendre vos besoins. Alors, quelles sont les composantes d'un programme de prévention des chutes d'objets? Ça contient quoi, un programme écrit pour la protection contre les chutes d'outils? Bonne question, hein? Alors, parmi les éléments ou les grandes lignes qui doit adresser un programme de prévention des chutes d'objets, en premier lieu, on parle du contexte, il faut évaluer les risques. La deuxième, en rapport avec la responsabilité. Qui va être responsable du programme? Qui va mandater les exigences des employés? Qui va être ceux qui vont être en mesure de s'assurer que le programme fonctionne? Évidemment, ça va prendre de la formation. Qu'est-ce que devrait être un contenu d'une formation? Saviez-vous qu'on peut vous offrir une formation protection chute d'outils? Oui. Évidemment, critères d'un système de prévention primaire de chute d'objets. C'est important ce que je viens de dire. Critères des systèmes de prévention primaire des chutes d'objets. Les critères des systèmes de prévention secondaire des chutes d'objets. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui est primaire? Qu'est-ce qui est secondaire? On a tous une opinion différente. Alors, la gestion des stocks a rapport avec l'habilité capable de s'assurer de savoir où sont nos équipements. Alors, les éléments d'un plan de prévention de chute doivent comprendre tous ces éléments. Alors, regardons chacun de ces éléments-là en plus de profondeur. Si vous me suivez toujours, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, les éléments d'un plan de prévention de chute d'objets. Premièrement, on dit contexte et évaluation.
Désolé pour ce contretemps. On a eu un petit problème technique. On sait comment ça peut arriver parfois Internet avec les signaux. Alors, on était évidemment victimes. Nous entendre, est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un petit message? Dire oui, on vous entend. Oui, OK, parfait. Bon, désolé, des fois la technologie, c'est agréable, d'autres fois, c'est désagréable. Donc, Michel, désolé, on était rendu aux éléments d'un plan de prévention des chutes. Merci. Je te redonne la parole. Merci. Alors, ce que je mentionnais, c'est l'évaluation des risques par site. Alors, tout un défi, évidemment, puis comment s'y prendre. Ce que je vais dire, c'est voici 3 scénarios sur lesquels des outils et les matériaux peuvent présenter des risques de chute. On dit perte de contrôle d'un outil pendant son utilisation, pendant son transport, lorsque les outils sont laissés sur place. Vous vous rappelez de ces 3 points-là que je vous ai mentionnés il y a un instant? Alors, évidemment, nous avons déjà abordé les statistiques. Alors, pour diminuer, on doit comprendre l'ancrage, les points de fixation, les risques de chute. Alors, tout ce qui a rapport, évidemment, avec le travail en hauteur, ce sont un langage qu'on connaît très, très bien. Alors, question de la charge dynamique, un objet qui chute, son poids. Je pense qu'on commence à comprendre que, évidemment, la chute de l'objet risque de comprendre une vitesse, un choc. Évidemment, il va y avoir une accélération, toutes sortes de choses qui vont arriver. Alors, le filet de sécurité est d'une multitude d'accessoires pour fixer les outils. Nous en parlerons bientôt, mais les outils et matériels, une chute d'objet ou outil est accidentelle. Alors, quand on l'échappe, c'est pas magnifère. Alors, un travailleur qui tombe est considéré accidentel. Mais lorsqu'une chute d'un objet se fait, de où est-ce que l'objet est parti? De où était l'outil? Dans la main du travailleur. Alors, évidemment, une fois que le plan est mis en œuvre, évidemment, en sachant qu'on veut adresser tous les points qu'on vient de mentionner, ça va être important de savoir qui aura la responsabilité de faire la gestion. Nous, on dit que les directeurs et les superviseurs peuvent en faire partie de la solution. Indiquer clairement les attentes en assurant que cette procédure est mise en place. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Coordonner l'efficacité de la procédure. On veut que les gens comprennent bien ce qu'on leur demande. Veiller à ce que les employés disposent du matériel et des matériaux appropriés pour mettre en œuvre la procédure efficace. Est-ce qu'ils ont présentement en main le matériel nécessaire pour être en mesure de protéger ou de sécuriser ces outils? Alors, veillez à ce que les travailleurs obtiennent une formation requise. Savez-vous comment? C'est quoi le contenu d'une formation pour ce type d'application? Alors, c'est important que le travailleur, lui, puisse avertir leur superviseur de tout risque. Bien oui, je viens de dire le travailleur. Il fait partie de la solution. Effectuer leur tâche uniquement lorsque tous les risques de chute ont été éliminés ou atténués. Ce qui veut dire, est-ce qu'on a un plan de chute zéro dans le milieu de terrain? On n'en veut pas de chute. Alors, ils doivent avoir à leur disposition tout ce qui est nécessaire pour limiter le risque à la source. Alors, cesser de travailler si les conditions dangereuses leur empêchent d'effectuer leur travail en toute sécurité. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on reconnaît. Ça fait partie de le langage qu'on connaît déjà sur bien des points. Et, évidemment, dans la responsabilité, on parle de santé-sécurité. L'ensemble de tout. Alors, faut bien communiquer cette procédure et les renseignements connexes à tous. Alors, on veut que tout le monde soit bien au courant du programme. Effectuer des évaluations pour déterminer l'efficacité de la procédure. Oui, il faut faire des spot checks. Il faut aller voir sur les lieux, regarder les façons de faire, s'assurer que les travailleurs sachent comment s'y prendre pour être en mesure de mettre le programme en place. Alors, effectuer la formation nécessaire pour s'assurer qu'elle est effectuée. Qui sera la personne qui aura les connaissances et le moyen d'être en mesure de bien livrer ces connaissances-là? Alors, l'élément d'un plan de prévention des chutes d'objets, quand on dit formation, on parle de la nature des dangers de chute d'objets et des objets présents dans le milieu du travail. Bientôt, vous allez apprendre à quel point les sujets peuvent être assez dynamiques et fracassants lorsqu'on parle d'une chute d'un objet ou d'un outil en milieu de travail. Les procédures et les matériaux appropriés à utiliser pour prévenir les chutes d'objets. Alors, peut-être, en ce moment, ces éléments-là ne sont pas en main
et les travailleurs n'ont pas ce type d'outils en leur possession pour assurer d'être une élimination à la source. Les objectifs et l'utilisation des systèmes de prévention primaires et secondaires des chutes d'objets. Alors, je parle encore primaire et secondaire. Bientôt, j'aimerais vous préparer à une question. Pensez-y bien. Qu'est-ce qui est primaire? Qu'est-ce qui est secondaire? L'entreposage et la manipulation appropriée du matériel en hauteur. Alors, il faut avoir un moyen de contrôle. Il faut s'assurer qu'on n'oublie rien sur les lieux de travail. On ne veut rien échapper. On ne veut surtout pas démanteler de structure ou d'échafaudage en place et avoir le méfait de voir un objet qui fait une chute. Alors, il y a des rapports qui doivent probablement être écrits. Comment on fait la gestion? Puis comment gérer et récupérer ces actifs de façon simple, facile, sans trop être compliqué. Alors, voilà quelques-uns des éléments. Mais ma vraie question est, quels sont les éléments d'un système de prévention primaire des chutes? Alors, je vous montre ici ce qu'on appelle des solutions primaires. Point de fixation. Alors, on parle de la pièce qui est reliée directement à l'outil, qui attache l'outil. Les longes pour outils. C'est la partie qui est attachée entre le travailleur et l'outil. Il y en a une variété. Les bracelets. Encore une fois, on doit adresser pour le travailleur la façon que le travailleur veut travailler. On veut s'assurer que son choix soit considéré. Pas tout travailleur va vouloir être lié à une pièce qui est attachée à son poignet. La gaine à outils. La gaine, oui, c'est un petit sarrau, un petit outil qui peut pas nécessairement être attaché à la ceinture ou au harnais. Ça peut simplement être attaché directement à la nacelle, au Genie Boom, aux différents équipements de levage qu'on est appelé à utiliser tous les jours. Si on décide d'utiliser un moyen de l'attacher sur le travailleur, oui, ça existe des ceintures pour relier tout ce genre d'outils. Les pochettes magiques que j'appelle, les fameuses pochettes qui assurent que les petites pièces qui souvent on grimpe avec, qui sont versées durant une ascension, que le sac ne se vide pas. Finalement, ce qu'on appelle nos seaux anti-déversement, les grands seaux. Oui, les fameux seaux qui remplacent les chaudières de 5 gallons. Ça existe vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui est disponible pour être en mesure. Alors, les critères d'un système de prévention chute d'objets se composent d'une multitude d'accessoires pour la protection contre les chutes d'outils et d'objets. Donc, le but principal est d'éliminer les risques à la source, le mot-clé. Avant de choisir une longe, outil, un point d'ancrage, si un outil dispose d'un point de fixation qui est intégré, conçu pour la prévention des chutes, cette étape n'est pas nécessaire. Tous nos points de fixation devraient être certifiés par le fabricant comme ayant été soumis à des essais. Oui, tout ce qu'on propose a été évalué. Alors, les points de fixation seront soumis à des essais de moyens de charge adéquats pour que l'utilisateur prévu pour l'utilisation qui est prévue pour différents types d'outils. Rappelez la question que je vous ai demandée tantôt. Préparez-vous. On la considère. Donc, je vous invite maintenant à répondre à une deuxième question interactive, soit, selon vous, quels sont les systèmes de prévention primaires utilisés pour la protection chute d'objets dans votre entreprise? Donc, vous avez encore un choix de réponse, mais par contre, vous pouvez répondre plus qu'une réponse. Donc, A, filet de sécurité, B, garde-pied, qui est la partie inférieure du garde-corps, la zone d'accès limité, le chapeau de sécurité, ou est-ce qu'aucune de ces réponses ne serait considérée primaire? Donc, on va vous laisser quelques secondes, et je répète, vous pouvez avoir plus qu'une réponse. OK, parfait. Donc, les résultats. 61% des gens pensent que c'est la zone d'accès limité, le garde-pied soit la partie inférieure du garde-corps ou encore le chapeau de sécurité. Michel, qu'en penses-tu? Bien, Émilie, évidemment, je suis un peu gêné de dire qu'il y avait une petite question truquée un peu, parce que juste avant, si vous avez remarqué, je vous ai parlé de solutions primaires,
puis là, je vous demande d'identifier tous les éléments ici comme étant des primaires. Je veux que vous sachiez qu'on vient de parler de multiples solutions qui sont excellentes à mettre en place, sauf qui sont considérées comme étant des moyens secondaires et non pas primaires. Alors, si on parle de le filet de sécurité, évidemment, les petites pièces, parfois, peuvent passer au travers des mailles d'un filet. Le garde-pied, à condition que les pièces sont au sol puis qu'on lui donne un coup de pied, évidemment, le coup de pied en bas du garde-corps, le garde-pied, va empêcher que la pièce va glisser en bas. La zone d'accès, vous allez voir bientôt à quel point une chute d'un objet peut avoir une déflexion assez importante. Puis j'espère que vous ne pensez pas que le chapeau de sécurité puisse protéger. Ça a un moyen de protection, mais c'est la personne en dessous du chapeau, par certains objets, par certains poids, qui peut avoir des conséquences quand même assez importantes. Alors, je vous dirais que aucune de ces réponses sont considérées primaires, mais sont vraiment considérées comme des bons moyens secondaires. Les moyens primaires sont des moyens qu'on doit résoudre à la source. Alors, sans me répéter à la section 5, on vient de mentionner qu'ils sont des protections, des moyens de prévention secondaires. Ce sont ceux que vous êtes habitués d'utiliser depuis plusieurs années. C'est les moyens qu'on a et qu'on connaît présentement, mais ce ne sont pas les moyens, malheureusement, qui assurent à 100% d'éviter d'avoir un contact avec un objet, une chute d'un objet ou d'un outil sur un travailleur. On a fini avec le plan en rapport avec la gestion des stocks. Oui, on parle de 1, l'entretien. Il y a des pièces, il y a des outils, il y a des composantes. Tout équipement devrait avoir un moyen d'entretien. Puis, il devrait être bien entreposé, ces outils-là et le matériel. L'entreposage, évidemment, va contribuer au contrôle, s'assurer de savoir où sont ces outils. Lors de la manipulation des outils et du matériel en hauteur, la main a l'outil, puis parfois, la pièce dont on travaille dessus n'est pas directement au-dessus de la nacelle, ce qui veut dire qu'on est au-dessus du vide. Comment qu'on contrôle la possibilité d'un travailleur par un geste qu'il pose que l'outil ne sera pas délogé de sa main. Alors, lorsqu'on parle de ces matériaux-là, lorsqu'on parle des outils, lorsqu'on parle de toutes ces pièces-là, on parle d'inspection. Oui, l'inspection. C'est important de toujours bien inspecter l'ensemble de tous nos systèmes et qui inclut évidemment les solutions dont nous allons parler. Gestion et repérage des actifs. Alors, ça veut dire comment je m'y prends pour savoir que je n'ai pas laissé quelque chose derrière moi. Alors, il y a façon de faire. Saviez-vous qu'il existe des moyens de gestion électroniques pour être en mesure d'être capable de capter ces actifs, s'assurer que lorsqu'on les laisse sur place, qu'on sache qu'on est capable de les récupérer. Ça ne dit pas qu'on va les trouver de façon électronique. C'est pas ça que je veux dire. On n'est pas rendu là. Sauf qu'on peut au moins savoir que l'outil ou les équipements sont encore dans la zone de travail. Évidemment, tout ce qu'on veut faire, évidemment, c'est assurer que toutes les applications, toutes les choses qu'on essaie de mettre en place soient faciles à gérer. Alors, dans les applications, on dit le fait de ne pas mettre en œuvre des procédures serait considéré comme un manquement aux règles de sécurité. Oh, de votre entreprise. Et entraînera des mesures disciplinaires et la retraite possible de l'employé. Je pense que ça, c'est un langage qu'on connaît pour ceux qui sont des entrepreneurs, qui doivent aller travailler chez des clients qui ont zéro tolérance sur des événements, comme par exemple de travailler en hauteur sans attacher les outils. Je veux que vous sachiez que c'est une réalité qui existe présentement. Alors, on revient aux solutions primaires. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que ici, ce sont les images des solutions primaires. Alors, les éléments d'un plan de prévention de chute d'objets, c'est de fixer les outils pour une pratique, pour une pratique exemplaire, qui veut dire on veut attacher les outils. C'est ça la solution à la source. C'est ça la solution primaire, d'éliminer les risques à la source. À quoi correspond une fixation adéquate? Ben, on revient à dire qu'aucun outil est fait pareil. Aucun outil a le même poids. Et oui, ça concerne et ça représente des défis. Alors, nous pourrions commencer en disant que les fixations est conçue pour un type d'outil, d'un certain poids, d'une certaine grosseur. Ce n'est pas le cas. On est en mesure de répondre à l'ensemble des outils. Comment je l'ai mentionné plus tôt, nous amènerons la science derrière la chute d'un objet. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est que j'aimerais aller un peu plus loin sur la question de la chute d'un objet. Alors,
Pensez à la zone de sécurité. Vous vous rappelez votre question de tantôt? Vous avez dit à grand pourcentage que la zone de protection est une des solutions les meilleures pour être en mesure d'éviter d'avoir des risques de blessure ou de contact d'un objet. Malheureusement, voici la réalité d'une chute d'un objet à différentes hauteurs. Premièrement, on a une chute à 200 pieds, ensuite on a une chute à 100 pieds, et par la suite, on a une chute à 25 pieds. Dans les trois cas, on a un contact à 20 pieds du sol et une déflexion à 360 degrés. Ce qui veut dire aucun moyen de savoir dans quelle direction que l'objet va se retrouver. J'aimerais parler d'un incident qui s'est produit au Freedom Tower. Vous vous rappelez cette tour-là qui a remplacé les deux tours à Manhattan il y a 10 ans? C'est pas simple, pas faisable. Il y en a qui disaient, malheureusement, il y a eu des conséquences. À ce projet, quelqu'un avait échappé un galon à mesurer, qui a eu une chute de 400 quelques pieds. L'objet a frappé un objet plus près du sol. Il y a eu une déflexion. Ça a touché le tympan d'un travailleur qui venait juste de faire une livraison et il y a eu une mort instantanée. Alors, malheureusement, je ne dirais pas que ce genre d'événement-là est unique à ce projet. C'est quelque chose qui arrive à tous les jours. Alors, je vous promets ceci. C'est beaucoup plus simple d'empêcher l'outil de tomber dès le départ. Alors, que pouvons-nous faire? Je pense que vous commencez à comprendre ce que je vous dis. Mais allons plus loin avec la question de la science. Parlons de l'impact. On n'ira pas très loin. On va parler d'un objet de 2 livres à une chute de 2 pieds. Vous voyez, 224. Alors, on a 20 pieds de chute pour un objet de 2 livres qui frappe sur le dessus de l'épaule d'un travailleur à 224 livres par pouce carré. Je pense que 224 livres par pouce carré qui nous frappe risque de nous induire une blessure. Alors, ce qu'on voit, on part d'une zone couleur jaunâtre, orangée, rouge et évidemment rouge vin, comme le sang. Alors, un objet, puis on n'a pas eu besoin d'aller très, très loin. Le poids est moins de 10 livres. 10 livres et moins. Et vous voyez que déjà, on peut avoir des conséquences très graves. Alors, on dit sérieux, sévère, fatal. Alors, comment je m'y prends? C'est quoi les solutions primaires à ma disposition? Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit, pas un outil est fait pareil. Alors, tout commence avec l'outil. Alors, souvent, on se dit, quel outil je vais commencer devrais-je d'abord fixer? Je pense que c'est une question qui me revient souvent. Ce que je veux vous mentionner, évidemment, comme on voit, certains outils viennent avec un trou déjà percé. Sinon, il y a certains gens qui vont percer l'outil, vont être en mesure de prendre un accessoire qui s'étrangle sur l'outil. Il y en a d'autres qui sont sous forme d'une pièce qui va tout simplement par pression s'installer sur la pièce. Je voyais qu'à l'extrémité, ce que peut-être vous ne remarquez pas, c'est qu'il y a une vrille. Alors, ce même type d'outil pourrait être installé sur un vis ou un tournevis pour être en mesure d'être capable de faire la même fonction qu'on utilise normalement sans avoir un cordon qui va s'enrouler autour du bras. Un outil évidemment fracassant, c'est celui du monteur d'acier qu'on voit en haut, qui est relié. Quel défi d'être capable de trouver une façon d'être capable de l'installer sans que ce soit encombrant. Alors, surtout, ce que je veux vous mentionner, c'est que chacune de ces composantes-là, on le voit clairement, ils sont reliés directement sur l'outil. Aucun outil est du même poids. Puis je veux que vous sachiez que le poids commence à 1 livre et ça va jusqu'à 80 livres. Puis vous devriez savoir que chacune de ces solutions-là existe. Celui sur le chapeau de sécurité. Rien de plus banal que de perdre son chapeau lorsqu'on est en hauteur, en se penchant. Alors, si on n'a pas la mentonnière, c'est quoi que vous avez pour être en mesure d'éviter la chute du chapeau de sécurité? Système de prévention de chute aussi fait rapport avec d'autres solutions, comme on voit clairement ici. Il y en a multiples. Surtout, si on voit la petite drill, je ris un peu parce que c'est vraiment pas une petite drill, on parle d'une mag drill, pour ceux qui veulent utiliser le terme anglais. Alors, celui-là a un poids très important. Puis, il y a des pièces qui sont un peu bâtards, qu'on doit étrangler sur la pièce. Évidemment, ce genre d'outil-là, on ne s'attend pas que le travailleur va attacher ça sur eux.
Ce qu'on va demander, c'est une des premières règles lorsqu'on apprend toute la question de s'attacher ou d'attacher des outils, c'est que l'outil ne devrait jamais être fixé sur le travailleur si le poids de l'outil dépasse 5 livres. Alors, la règle, c'est 5 livres maximum, pas plus. Alors, les outils plus lourds devront être fixés avec une pièce beaucoup plus robuste, avec une courroie beaucoup plus résistante. Michel, je t'arrête. On a une petite question aussi de Benoît. Il se demandait d'où vient la charte avec le tableau rouge là, dont tu parlais quelques diapositives précédentes. Celle-ci, la force d'impact. Merci pour cette question. C'est une excellente question. Lorsqu'on a fait le développement des produits, on a décidé d'utiliser un tiers parti pour être en mesure de faire nos évaluations. Alors, on a l'Université de Georgia, oui, on est allé aux États-Unis pour aller chercher des experts. C'est eux qui nous ont aidés à être capables de rédiger ce tableau pour être en mesure de déterminer la force d'impact d'un objet. Alors, ce sont des jeunes scientifiques qu'on s'est servi, puis évidemment, par contribution, évidemment, dans l'université, ça nous a permis d'être capables de faire avancer toute la technologie. Puis surtout, ce qui est important à mentionner, c'est que ce genre de tableau-là était nécessaire pour être en mesure de bien comprendre toute la question de la dynamique de chute, avant même de commencer à développer des produits, pour s'assurer que la force de nos produits, si vous vous rappelez, j'ai dit, toute pièce, tout accessoire devrait être évalué. Bien, ça nous a permis d'être capable de les évaluer et de s'assurer qu'elle est capable de prendre les forces qui seraient générées par cette chute. Évidemment, on ne laisse pas l'équipement ou l'outil chuter la grande distance qu'on voit sur le tableau. On l'arrête bien avant ça, ce qui veut dire qu'on arrête évidemment l'impact à sa pleine puissance. Merci encore une fois pour cette question. Merci, Michel. Je vais retourner à... Je pense qu'on était rendu ici. Super, merci Amélie. Alors, comme je mentionnais, évidemment, la prochaine qu'on veut discuter, évidemment, ça a rapport avec comment on peut relier certains outils entre, mettons, la pièce d'outil et le travailleur. Alors, ce qui est important à mentionner, c'est qu'il y a maintenant, aujourd'hui, des petits angulaires, des petits rétractables. Pendant longtemps, on a toujours eu ce qu'on appelle des longes de longueur fixe, soit en tire-bouchon ou en queue-cajon, si on veut appeler ça de même, en rétréci, avec un élastique à l'intérieur, ou des courroies d'une longueur fixe, ou même encore plus, on nous a même demandé, dans certains cas, d'améliorer certaines de nos longes pour avoir des endroits où ils sont immirillants. Alors, les technologies, évidemment, avancent toujours, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette nouvelle longe-là, par exemple, celui qui est un petit rétractable pour les outils, qui serait relié, évidemment, sur le travailleur, c'est pour un outil d'une charge de 5 livres. Alors, on a évalué à 5 livres. Le chiffre magique, évidemment. Pour ceux qui préfèrent avoir l'outil près du corps, puis qui veulent l'avoir, puis qui sont moins, qui se sentent moins obstrués du fait d'avoir l'outil proche du corps, qui veut dire sur le poignet, alors on a créé une variété, soit avec des rétractables, soit avec des petites courroies très courtes, avec des élastiques, avec du velcro, pour être en mesure de bien immobiliser le bracelet sur le poignet. Alors, une solution qui est évidemment très pratique, puis très endormante, que les gens apprécient énormément. Alors, vous voyez où ce qu'on fait? On est parti de l'outil, comment on attache l'outil. Ensuite, on a parlé de comment est-ce qu'on fait pour relier l'outil directement au travailleur. On a parlé de quelques-unes des différentes solutions qui existent, comme des rétractables, des courroies. Mais il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement avoir l'outil dans un panier ou sur une nacelle. Ils veulent avoir l'outil près d'eux. Alors, nous, on prend la logique que les gens ne veulent pas nécessairement avoir tous les outils pour eux et on n'encourage pas que les gens portent le poids de tous les outils. Alors, les petits accessoires qu'on voit ici, illustrés, ce sont évidemment des étuis à outils qui sont tout petits pour 1 ou 2 ou 3 outils, très pratiques, soit avec des câbles. Ils ont des petites oreillettes de chaque côté pour être en mesure d'utiliser les courroies. Alors, encore une fois, ça dépend des besoins. Puis, évidemment, la chute de le galon mesuré qui s'est produit sur la structure nous a imposé de développer des choses nouvelles. Alors, on voit ici clairement un petit sac qui transporte soit un gallon de 25 gallons ou de 35 gallons, qui est tout nouveau. Puis, imagine, même une bouteille aérosol pour faire de la peinture ou même une bouteille d'eau
pourrait être considéré tout un risque d'une chute si cet objet-là se retrouvait à tomber sur un travailleur. Alors, encore une fois, des solutions qui se portent directement sur le travailleur. Évidemment, pour les retenir, on a des versions pour la ceinture, dont je vais vous montrer dans un instant, et on a évidemment des versions pour s'assurer de l'attacher directement en avant sur le harnais. J'espère que vous êtes toujours là, que vous me suivez. Cette partie ici, oui, on parle produit. Je veux que vous remarquiez que depuis le début, on a parlé de programme. Je veux que vous sachiez que le programme peut être un succès. Évidemment, on adresse le problème à la source, puis la source du problème, c'est de relier le produit ou l'équipement ou l'outil directement au travailleur. Ce qui explique pourquoi on a commencé à créer des accessoires assez uniques. Comme par exemple, celui que vous voyez au centre. C'est un accessoire qui est en mesure de s'assurer de retenir un petit mousqueton, qui est seulement adaptable, évidemment, au mousqueton pour retenir les outils. Ce genre de petit accessoire est tout nouveau, très apprécié, les gens l'adorent. C'est pas pesant, ça s'installe n'importe où, à n'importe quelle position que le travailleur veut sur son harnais. Et juste à côté, on a eu une première génération de petits sarraux pour chapeau de sécurité que, évidemment, comme organisation, 3M, on vend des coquilles. Alors, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que les gens puissent avoir un moyen d'être capable d'attacher un chapeau avec des coquilles dont le poids est beaucoup plus pesant. Alors, on a amélioré la technologie de notre petite écrou qui s'attache directement sur le vêtement, qui est tout simplement une amélioration du produit. On est très heureux qu'il soit disponible dès maintenant. On achève. Il reste que quelques solutions. On a presque terminé. Puis oui, j'oublierai pas, on va avoir le temps de demander vos questions. Finalement, je vais vous parler de petits sacs magiques. Oui, il y en a un qui est très profond, qui est le noir, à l'extrémité qu'on voit, et les petits sacs d'une variété de couleurs, qui peut-être adressent les couleurs de l'entreprise. Sinon, c'est une question de goût, simplement. Peut-être d'identifier les pièces ou les différents types d'équipements qu'on est appelé à utiliser, ou même peut-être c'est un processus d'être capable de faire des inspections. Parfois, des codes de couleurs fonctionnent par inspection. Alors, toutes les raisons sont bonnes sur le pourquoi. Il y a une chose certaine, c'est que vous sachiez, c'est que mettez des petites pièces dans ce sac, essayez de le verser, et je vous assure qu'aucune pièce va sortir. Il y a une technologie qui est insérée dans le sac pour assurer que rien, même la plus petite des pièces, ne peut pas sortir. Un des exemples que j'aime beaucoup montrer, c'est sortir le petit peu d'échange qui me reste dans mes poches à l'occasion. Si c'est pas ma petite carte, évidemment, de le mettre dans le sac. Puis, d'abord, on sait comment petit et comment étroit est une pièce d'argent. Et je viens jamais à bout d'être capable de faire relâcher. Alors, c'est un sac qui est très, très, très efficace. Puis, parmi nos produits les plus populaires, faut finalement pas oublier le seau. Le fameux seau pour remplacer. Oui, vous voyez, on peut continuer à utiliser notre chaudière de 5 gallons. Sauf qu'on va prendre la chaudière, on va l'installer à l'intérieur d'un seau de sécurité approprié qui est capable de prendre la charge. Oui, on a des mousquetons qui sont éprouvés et approuvés, et on a deux charges qu'on aime travailler avec, souvent. Il y a 100 livres et 250 livres. Non, je ne veux pas que vous pensiez immédiatement que je suis en train de vous dire qu'il faut absolument que vous utilisez un seau puis vous transportez ça manuellement dans vos mains qui va peser 100 livres, 250 livres. Je veux juste vous démontrer à quel point on prend le temps. Si on revient à la question que j'ai eue tantôt de quelqu'un qui disait que est-ce que c'est que la charte a été faite banalement ou est-ce que c'est une charte qui est vraiment aléatoire? Non, absolument pas. C'est vraiment une charte où on s'en est servi pour être en mesure de développer des produits comme le seau, pour être en mesure de s'assurer que lorsqu'on soulève le seau en question, dans le seau de sécurité, qu'on n'a pas les mêmes risques potentiels associés à un versement accidentel. Ce qui est encore plus intéressant, on l'a dans deux versions. Une à velcro pour l'activer et un velcro activé très intéressant comme technologie. Alors, si vous allez sur notre site YouTube, vous allez voir, il y a une multitude de ces produits-là. Vous allez voir surtout celle-ci avec la technologie qu'on a en haut de velcro, rouge et vert, sur comment s'en servir. Pour conclure, avez-vous remarqué que depuis le début de la session, je n'ai pas parlé nécessairement en partant de loi et de règlement. Je pense que la première chose que je veux mentionner, que la loi et règlement, ça ne devrait pas être notre motivateur. Alors, je veux que vous sachiez aussi qu'il n'y a aucune norme CSA qui existe actuellement sur ce type de produit. Puis présentement, OSHA aux États-Unis sont en étude.
Si je prends par exemple une loi provinciale en Ontario, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec ce type de solution? Ce qu'on dit, puis croyez-moi, la prochaine ACTEL va parler du Québec. On dit, loi sur la santé et sécurité au travail, LRO 1990, qui a été mise à jour en décembre 2016. Le règlement, établissement industriel réglementaire de l'Ontario. Chantier de construction. Le travailleur ne doit pas utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un outil ou un ouvrage d'une façon qui peut mettre en danger ou mettre en eau un autre travailleur en danger. Les matériaux, les articles, les choses doivent être levées, transportées ou déplacées en adopte de mesures de sécurité, comme le port de vêtements de sécurité, par exemple, dispositifs de protection ou d'autres précautions, afin d'assurer que le soulèvement, le transport ou le déplacement de matériaux, d'articles ou de choses ne permettent pas en danger les travailleurs. Wow! Dire ça dans une cours de loi, il faut vraiment l'avoir étudié une couple de fois avant de le dire. Alors, finalement, pour le Québec, on dit la loi sur la santé et sécurité au travail, le S2.1. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Un travailleur doit veiller à ne pas mettre en danger sa santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail. C'est la première fois que je lis, sérieusement, en 2 paragraphes, une en français et une en anglais, en rapport avec des lois où la version française est plus courte que celle en anglais. Je trouve ça fascinant. On conclut. Vous vous rappelez, en résumé, l'économie, la sécurité, la productivité, le système, ça vient à savoir quelles sont vos priorités. Votre entreprise a-t-elle mis en place un plan de prévention de chute d'objets? Évidemment, d'après la première question, vous êtes en préparation. Avez-vous besoin d'aide pour élaborer l'examen d'un plan ou d'une évaluation des risques? Bien sûr, c'est ce qu'on peut faire pour vous. Alors, avez-vous besoin d'aide pour choisir les bons dispositifs de fixation pour les outils que vous utilisez dans votre milieu de travail? Alors, pourquoi ne pas avoir une longueur d'avance en mettant en œuvre maintenant les mesures préventives adéquates? Devenez-vous le chef de file de votre secteur d'industrie. Prenons le temps de regarder une vidéo. Plus tard, si vous voulez, j'ai une vidéo que vous pourriez aller voir, comme je vous disais tantôt, sur Internet. Allez regarder pour les produits Python Safety, qui était l'ancienne gamme sous le nom Python. Ils sont encore là sur YouTube. Alors, vous allez voir toutes sortes de chutes d'objets, toutes sortes de chutes de ces différents accessoires qu'on vient de parler. Nous prendrons le temps de conclure lorsque tout est passé. Alors, en conclusion, les chutes d'objets sur les lieux de travail ont des conséquences. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Défier la gravité grâce aux produits de protection contre les chutes d'outils et réduire les risques de chute d'objets. Défier la gravité grâce à la science. De 3M, évidemment, on a les solutions pour vous. Puis avec FCPI, on a les solutions à vous offrir pour être en mesure de vous aider. C'est certain que lorsqu'on parle de ressources, je peux que pas vous voyez ici les liens directs à ces différentes ressources. Gênez-vous pas, allez sur les lieux. Si vous avez besoin de l'aide, gênez-vous pas de nous rejoindre. Ça nous fait plaisir de vous faire acheminer les différentes documentations qui sont existantes. Puis oui, on a des outils pour être en mesure d'aider les travailleurs pour bien comprendre le programme qui va être instauré dans votre entreprise. Excellent, merci Michel. C'est maintenant le temps de répondre à vos questions. Je vois ici une question qu'on demande. Jonathan demande quels outils devrait-on attacher? Les outils les plus lourds? Est-ce que c'est tous les outils sans exception? Michel, peux-tu répondre à la question de Jonathan, s'il te plaît? C'est vrai, Émilie, c'est une des questions que je reçois fréquemment. C'est tout dans la préparation. Quel outil je devrais commencer avec? Alors, une des règles que j'aime utiliser, la fameuse règle du 80-20. Alors, je dirais qu'il y a probablement 20% des outils que les travailleurs ont en leur possession qui est utilisé à 80% du temps. Mais il faut que vous sachiez que, évidemment, l'outil qui est utilisé à 80% du temps représente probablement entre 80 et 100% des risques en milieu de travail. Rappelons-nous qu'on parle d'un outil utilisé en hauteur, dans un milieu de travail.
Si c'est dans une usine, est-ce qu'on arrête la productivité ou la production? Non. Il y a des gens autour. Alors, une des premières façons d'être en mesure de vraiment bien cibler nos besoins, c'est de vraiment regarder 20% des outils qui représentent 80% de l'usage. Puis oui, je suis pas désaccord que des gens vont dire que le 80% est basé sur différentes tâches, différents types de métiers. Ça se planifie. Il s'agit juste tout simplement d'avoir une bonne planification. Mais il y a une chose certaine, tous les outils, sans exception, peuvent être attachés. Merci, Michel. Un commentaire ici d'Isabelle. Merci, dans le fond, de nous avoir donné de l'information par rapport à la science qui est derrière la force d'impact et le diamètre de déflexion. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Super. Ben, c'est même, je vous dirais que même moi, évidemment, qui est spécialisé dans la protection chute, évidemment la chute d'un travailleur, je pense que vous allez comprendre que c'est pas le même phénomène physique, scientifique suite à la chute. On n'a pas le même résultat. Assez surprenant, évidemment, la déflexion, surtout quand on voit un objet qui tombe à une distance de 200 pieds. Comme par exemple le MST au pont Champlain présentement. Il y a des hauteurs qui franchissent puis qui sont à ces hauteurs-là. Puis déjà, on a vu des chutes qui se sont produites de certains outils, sans conséquence, sauf que, évidemment, ce sont des choses qui sont en train de s'adresser à tous les jours pour s'assurer d'éliminer les risques à la source. Merci, Michel. On avait une question de Joël ici. De leur côté, nous aimerions avoir le numéro de pièce pour la chaudière. Dans le fond, pour Joël, on va lui envoyer le numéro là, en privé par la suite. On avait aussi une question de Serge. Souvent, les morceaux à installer doivent être montés en hauteur, donc ne pouvant pas être attachés. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Alors, je reviens au fameux saut de sécurité. Le fameux saut de sécurité, si on le voyait, je pouvais vous le montrer. Évidemment, là, sa vraie grosseur, sa vraie densité. Mais je pense que de voir une chaudière de 5 gallons en dit déjà beaucoup. À l'intérieur de ce seau-là, il y a évidemment des petits ancrages, multiples ancrages, et on a des petits sacs pour être en mesure d'installer dans chacun des sacs individuels l'outil. Alors, on peut même mettre en place ce qu'on appelle un programme de 100% d'attache en tout temps. Ce qui veut dire qu'en sortant l'outil, la courroie qui est reliée à l'outil n'est pas nécessairement la courroie que je vais me servir pour l'attacher sur moi. J'aurais déjà sur moi peut-être les accessoires et je pourrais attacher mon outil avant même de le détacher du seau. Alors, c'est vraiment le seau, des différentes grandeurs de seau qu'on a qui est vraiment la solution principale pour en rapport avec quand on veut grimper ou on veut faire monter un outil en hauteur. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que ça conclut, en fait, les questions qu'on avait. En terminant, merci, Michel, pour cette présentation qui fut super intéressante. Merci. Dans le fond, ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. Avant de quitter, Michel et moi, on aimerait ça vous inviter à répondre au sondage, toujours dans l'optique de nous aider à améliorer nos prochains webinaires, mais aussi pour mieux cibler vos intérêts, puis continuer à vous offrir des conférences virtuelles gratuites comme celle-ci. Aussi, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si malheureusement, on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Dans le fond, vous voyez à l'écran, il va y avoir mon adresse courriel. Ça me fera plaisir d'acheminer vos questions directement à Michel par la suite. Et puis, lui pourra vous répondre là, le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi me téléphoner, ça me fera plaisir. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Puis, au plaisir de vous compter parmi nous lors d'un de nos prochains webinaires. Bonne journée.